Ce tombre entre les tombes n'était pas la peine. Avant de commencer, si ces histoires vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne Récits de l'ombre et activez la cloche pour ne manquer aucun récit. Aujourd'hui, je vous apporte 4 expériences troublantes vécues dans des cimetières. Des témoignages qui démontrent que certains lieux gardent bien plus que les morts. Je m'appelle Marc et j'ai 52 ans. J'ai été gardien de nuit dans un grand cimetière historique pendant 22 ans avant de prendre ma retraite en 2020. J'ai commencé ce travail à 30 ans après avoir quitté mon poste à l'usine pour quelque chose de plus tranquille. Gardien de cimetière la nuit, ça semblait paisible. Pas de clients difficiles, pas de stress, juste marcher entre les tombes avec une lampe torche, vérifier que tout est en ordre. Les premières années, c'était effectivement calme. Je faisais mes rondes, je vérifiais les grilles, j'empêchais les vandales et les gens qui voulaient rester après la fermeture. Rien de spécial. Mais ce qui a commencé en septembre 2017 m'a montré que certains cimetières abritent des choses que personne ne devrait rencontrer. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. C'était une nuit de septembre, vers 2 heures du matin. Je faisais ma ronde habituelle dans le secteur ancien, là où se trouvent les tombes du 19e siècle, des mausolées gothiques, des statues d'anges avec des ailes brisées. Le cimetière fait environ 15 hectares, avec des allées sinueuses bordées d'arbres centenaires. La nuit, avec seulement ma lampe torche et quelques réverbères lointains, c'est comme un labyrinthe de pierres et d'ombre. Je marchais le long de l'allée principale quand je l'ai vue pour la première fois. Une femme en robe blanche, debout près d'une tombe couverte de mousse, à environ 50 mètres devant moi. À cette heure, personne ne devrait être là. Le cimetière ferme à 18 heures. « Madame, le cimetière est fermé. Vous devez partir. » J'ai crié en avançant vers elle. Elle ne s'est pas retournée. Elle restait immobile, regardant la pierre tombale devant elle. J'ai accéléré le pas. « Madame, vous m'entendez ?» Quand je suis arrivé à environ 10 mètres d'elle, elle s'est retournée lentement. Son visage était d'une pâleur cadavérique, presque lumineux dans l'obscurité. Ses yeux étaient creux, noirs comme des trous dans son visage. Et sa robe, que j'avais crue blanche, était en fait maclée de taches sombres qui ressemblaient à du sang séché. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu es seul dans un cimetière au milieu de la nuit, les arbres créent des ombres dansantes, le silence est absolu. Et devant toi se tient une femme qui ne devrait pas être là, dont le visage est celui d'un cadavre, dont la robe est tachée de sang. Ton cœur bat si fort que tu l'entends dans tes oreilles. « Qui êtes-vous » j'ai réussi à demander, ma voix tremblante. Elle m'a regardé sans expression, puis a levé une main pâle et a pointé vers la tombe à côté d'elle. J'ai regardé. La pierre tombale était ancienne, datant de 1887. Le nom était à moitié effacé par le temps, mais je pouvais lire « H. Hélène, morte à 23 ans ». Quand j'ai regardé de nouveau vers la femme, elle n'était plus là, disparue, comme si elle n'avait jamais existé. J'ai couru vers l'endroit où elle se tenait, éclairant partout avec ma lampe torche. Rien, pas de traces, pas de bruit, rien. J'ai appelé par radio mon collègue qui surveillait l'autre partie du cimetière. « Jacques, tu es où? Tu as vu quelqu'un ?»« Je suis au secteur nord. Pourquoi? Il y a un problème? Je viens de voir une femme en robe blanche. Elle a disparu. » Silence sur la radio, puis « Marc, tu sais qu'il n'y a personne ici. Tu as encore vu la femme? » « Encore? Qu'est-ce qu'il voulait dire par « encore » ? Explique-toi. Il a soupiré. « Le gardien avant toi, celui qui a pris sa retraite il y a 2 ans quand tu as commencé, il voyait une femme en blanc, toujours dans le secteur ancien. Il l'a vue des dizaines de fois. C'est pour ça qu'il est parti. Il ne supportait plus. J'aurais dû partir cette nuit-là, mais j'avais besoin de ce travail. J'ai continué. Et la femme est revenue, encore et encore, toujours au même endroit, près de la même tombe. Parfois, elle était simplement là, immobile. D'autres fois, elle marchait lentement entre les monuments funéraires, sa robe blanche flottant comme si elle était sous l'eau. Une nuit, en octobre, j'ai trouvé le courage de parler encore une fois avec elle. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Elle m'a regardé avec ses yeux noirs et vides, et pour la première fois, elle a parlé. Sa voix était racleuse, comme le vent à travers les feuilles mortes. « Ils m'ont enterrée vivante.
J'ai gratté le bois du cercueil jusqu'à ce que mes doigts saignent. J'ai crié jusqu'à ce que ma voix se brise. Personne n'est venu. J'ai senti mes jambes trembler. Comment c'est possible? Elle a levé ses mains, ses ongles cassés, ses doigts ensanglantés. J'attends ici. J'attends que quelqu'un reconnaisse ce qui m'est arrivé, que quelqu'un sache la vérité. Le lendemain, j'ai fait des recherches sur la tombe. J'ai trouvé des archives du cimetière. Hélène Martin, morte en 1887 à 23 ans, officiellement de tuberculose. Mais en cherchant plus profondément dans de vieux journaux numérisés, j'ai trouvé un article troublant. Quelques jours après son enterrement, sa famille avait demandé l'exhumation du corps parce qu'elle avait des doutes sur sa mort. Quand le cercueil avait été ouvert, ils avaient découvert qu'elle avait été enterrée vivante. Le bois à l'intérieur du couvercle portait des marques de griffous, ses ongles cassés. Elle s'était réveillée dans son cercueil et avait tenté désespérément de sortir avant de mourir d'asphyxie. Cette histoire avait été étouffée. Le médecin qui l'avait déclarée morte avait été discrètement muté dans une autre ville. La famille, humiliée et brisée, n'avait jamais parlé publiquement de l'affaire. J'ai continué à la voir pendant 3 ans jusqu'à ma retraite. Chaque fois, elle répétait la même chose, me montrait ses mains ensanglantées, me rappelait son histoire. Je pense qu'elle ne cherche pas à faire peur. Elle veut juste que quelqu'un sache, que quelqu'un se souvienne de l'horreur qu'elle a vécue. Laissez un like si vous appréciez et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu quelque chose de paranormal? J'adorerais lire votre histoire. Mais les cimetières ne sont pas seulement des lieux de repos. Parfois, ce sont des endroits où les vivants viennent chercher quelque chose de sombre. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie, une jeune femme de 26 ans qui a fait une erreur terrible dans un cimetière abandonné en novembre 2018. Sophie était étudiante en médecine, brillante, avec un avenir prometteur. Mais en 2018, sa vie s'est écroulée. Son fiancé l'a quittée pour une autre femme. Elle a échoué à ses examens finaux. Sa mère a été diagnostiquée d'un cancer en phase terminale. En quelques mois, tout ce qu'elle avait construit s'est écroulé. Elle était désespérée, brisée, prête à tout pour changer sa situation. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Un soir, en cherchant sur Internet des moyens de changer sa chance, elle est tombée sur un forum obscur où les gens parlaient de rituels, de pactes, de moyens d'obtenir ce qu'on désire en échange de quelque chose. La plupart des messages semblaient être des blagues ou des fantasmes. Mais un utilisateur, qui se faisait appeler le Gardien, écrivait avec une précision troublante. Il donnait des instructions détaillées, des lieux spécifiques, des avertissements sérieux. Sophie, dans son désespoir, a décidé d'essayer. Le Gardien avait indiqué un vieux cimetière abandonné à la périphérie de sa ville, un endroit que personne ne visitait plus depuis des décennies. Il expliquait qu'il fallait venir à minuit, un soir de nouvelle lune, avec 3 bougies noires, du sel et quelque chose de valeur à offrir. Le 7 novembre 2018, nuit de nouvelle lune, Sophie s'est rendue au cimetière abandonné. C'était un petit cimetière entouré d'arbres morts, avec des tombes effondrées couvertes de ronces. Les grilles étaient rouillées, facilement enjambables. À minuit, elle était là, tremblante de froid et de peur, mais déterminée. Toi, tu sentirais le froid mordant de novembre pénétrer tes vêtements. Tu entendrais le vent siffler à travers les branches mortes. L'obscurité serait totale. Pas de lune, pas d'étoiles visibles à travers les nuages épais. Seulement ta petite lampe de téléphone pour te guider entre les tombes brisées. Elle a trouvé le centre du cimetière, là où se trouvait autrefois une petite chapelle, maintenant en ruine. Elle a disposé les bougies en triangle, comme le Gardien l'avait indiqué, a tracé un cercle de sel autour d'elle. Elle a placé au centre son offrande, le collier en or que sa grand-mère lui avait donné, la chose la plus précieuse qu'elle possédait. Puis, elle a récité les mots que le Gardien avait écrits, des mots dans une langue qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle avait mémorisée phonétiquement. Sa voix résonnait étrangement dans le silence du cimetière, comme si les mots eux-mêmes avaient un poids, une présence. Pendant plusieurs minutes, rien ne s'est passé. Sophie a commencé à se sentir stupide. Qu'est-ce qu'elle faisait ici au milieu de la nuit, dans un cimetière abandonné, récitant des mots d'un forum internet? Elle allait ramasser ses affaires quand les bougies se sont éteintes tout en même temps. Dans l'obscurité totale, elle a entendu un son. Des pas, lourds, lents, approchant depuis les ruines de la chapelle. Elle a allumé la lampe de son téléphone, les mains tremblantes. Il n'y avait personne.
Mais les pas continuaient, se rapprochant. Elle pouvait entendre les feuilles mortes craquer sous un poids invisible. « Qui est là ?» Sa voix était à peine un murmure. Les pas se sont arrêtés, puis une voix a répondu, grave, résonnante, semblant venir de partout à la fois. « Tu as appelé, je suis venu. Que désires-tu » Sophie a failli s'enfuir en courant, mais son désespoir était plus fort que sa peur. « Je veux que ma vie s'améliore, je veux réussir mes examens, je veux que ma mère guérisse, je veux être heureuse. » « Tout a un prix, la voix a dit. Es-tu prête à payer ? Oui, Sophie a répondu sans réfléchir. Je donnerai n'importe quoi. Bien, tu auras ce que tu désires. Mais en échange, tu me dois 10 ans. 10 ans de ta vie. Quand le temps viendra, je reviendrai les chercher. 10 ans ? Sophie a hésité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement ce que j'ai dit. Dans 10 ans, jour pour jour, tu mourras. C'est le prix pour tes souhaits. Acceptes-tu ? Sophie a pensé à sa vie misérable, à sa mère mourante, à son avenir détruit. 10 ans lui semblaient une éternité. « J'accepte », elle a dit. Le collier en or au centre du cercle a commencé à briller d'une lumière rouge. Il est devenu de plus en plus chaud, puis s'est brusquement désintégré en cendres noires. Un vent violent a soufflé à travers le cimetière, renversant les bougies, dispersant le sel. Sophie s'est retrouvée seule dans l'obscurité. Elle est rentrée chez elle en courant, terrifiée, mais aussi étrangement exaltée. Le lendemain, elle a reçu un appel de l'hôpital. Sa mère était en rémission inexplicable. Le cancer avait disparu. Les médecins ne comprenaient pas. Une semaine plus tard, elle a été contactée par son université. Une erreur administrative avait été découverte. Elle n'avait pas échoué à ses examens finaux. Elle avait en fait excellé. Un mois plus tard, elle a rencontré un homme merveilleux qui l'aimait profondément. Sa vie était devenue parfaite, exactement comme elle l'avait demandé. Mais chaque jour, elle pense au pacte. 10 ans, le 7 novembre 2028. Elle mourra. Elle le sait. Elle sent le poids de cette date approcher. Elle a essayé de retourner au cimetière pour annuler le pacte, mais elle ne trouve plus l'endroit. Comme s'il n'existait plus, ou comme s'il se cachait d'elle. Elle m'a contacté l'année dernière, en 2023, désespérée de trouver un moyen d'échapper à son destin. Je lui ai dit la vérité. Certains pactes ne peuvent pas être rompus. Il lui reste maintenant moins de 5 ans à vivre. Et en parlant d'expériences troublantes dans les cimetières, je dois partager l'histoire de Julien, un photographe professionnel de 34 ans qui a réalisé un projet artistique dans un vieux cimetière victorien en mai 2019. Ce qu'il a capturé sur ses photos a complètement changé sa perception de la réalité. Julien était un photographe spécialisé dans les lieux abandonnés, vieilles usines, hôpitaux désaffectés, bâtiments en ruine. En 2019, il a décidé de créer une série sur les cimetières historiques, capturant leur beauté mélancolique. Il avait obtenu la permission officielle pour photographier un grand cimetière victorien pendant plusieurs nuits de mai. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. La première nuit, tout s'est bien passé. Julien a installé son trépied, son appareil photo professionnel, ses éclairages. Il prenait des photos de longues expositions des mausolées gothiques, des statues d'anges, des tombes ornées. Les photos étaient magnifiques, exactement ce qu'il voulait pour sa série. La deuxième nuit, quelque chose d'étrange a commencé. Quand il a examiné les photos sur son ordinateur portable, il a remarqué des anomalies. Sur plusieurs images, il y avait des ombres qui ne devraient pas être là. Des formes humaines floues en arrière-plan, là où Julien était certain qu'il n'y avait personne pendant la prise de vue. Au début, il a pensé que c'était des défauts de l'appareil ou des reflets de lumière, mais les ombres étaient trop définies, trop clairement des silhouettes humaines. Sur une photo, il pouvait voir ce qui ressemblait à une femme en longue robe se tenant près d'un mausolée. Sur une autre, 3 figures semblaient se rassembler autour d'une tombe fraîche. La troisième nuit, Julien a décidé de tester quelque chose. Il a pris une photo d'une zone spécifique du cimetière, puis est marché jusqu'à cet endroit pour vérifier qu'il n'y avait vraiment personne. L'endroit était complètement vide, mais quand il a regardé la photo qu'il venait de prendre, il y avait une silhouette claire d'un homme en costume ancien, debout exactement où Julien venait de se tenir. Tu sentirais un frisson glacial parcourir ton dos. Tu vérifierais encore et encore ton appareil photo, ton écran d'ordinateur, cherchant une explication rationnelle.
mais il n'y en a pas. Ces silhouettes sont là, sur tes photos, même si tes yeux n'ont rien vu. Julien a continué son projet, de plus en plus fasciné et effrayé. Chaque nuit, il capturait plus d'apparitions. Certaines étaient floues et indistinctes. D'autres étaient incroyablement claires, montrant des visages, des vêtements, des expressions. Sur une photo, un enfant en vêtements du début du XXe siècle regardait directement l'objectif avec des yeux vides. La plus troublante est venue la dernière nuit. Julien photographiait une section particulièrement ancienne du cimetière quand il a senti une présence derrière lui. Il s'est retourné brusquement. Il n'y avait personne. Mais son appareil, réglé sur un déclencheur automatique, avait pris une photo à ce moment précis. Quand il a regardé cette photo, son sang s'est glacé. Derrière lui, à moins de 2 mètres, se tenait une silhouette sombre et massive. Ce n'était pas une forme humaine normale. C'était quelque chose de beaucoup plus grand, de plus imposant, avec ce qui ressemblait à de longues mains aux doigts démesurés tendus vers Julien. Et sur ce qui pourrait être son visage, 2 points lumineux regardaient directement l'appareil photo. Julien a quitté le cimetière cette nuit-là et n'y est jamais retourné. Il a publié certaines photos de sa série, celles sans apparition trop évidente. Mais les photos les plus troublantes, celles qui montrent clairement des entités, il les garde dans un dossier verrouillé sur son ordinateur. Il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. L'appareil photo voit ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Il capture ce qui existe au-delà de notre perception normale. Dans ces cimetières, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Ils sont là, tout autour de nous, invisibles, mais présents. Et maintenant que je sais ça, je ne peux plus regarder un cimetière de la même façon. Pour clore ces histoires troublantes, je veux partager ce qui est arrivé à un groupe de 4 jeunes en août 2021 dans un petit cimetière rural. Leur tentative stupide de réaliser un rituel d'invocation a eu des conséquences terribles qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Thomas, Lucas, Emma et Chloé étaient 4 amis de 19 ans passionnés par le paranormal et l'occultisme. Ils regardaient des vidéos sur YouTube, lisaient des livres sur la magie et les rituels, participaient à des forums ésotériques. En août 2021, ils ont décidé de tenter un véritable rituel d'invocation dans un vieux cimetière rural qu'ils connaissaient. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Le rituel qu'ils avaient trouvé promettait de permettre la communication avec les esprits des morts. Il nécessitait d'être réalisé à minuit avec 4 participants formant un carré autour d'une tombe choisie, chacun tenant une bougie noire. Ils devaient réciter ensemble une incantation spécifique, puis poser des questions et écouter les réponses. Le 15 août 2021, les 4 amis se sont rendus au cimetière rural, un petit endroit d'environ 2 hectares entouré de champs. Il n'y avait pas de gardien, pas de clôture, juste de vieilles tombes et une petite chapelle en pierre. Ils ont choisi la tombe la plus ancienne qu'ils ont pu trouver, datant de 1823. Celle d'un homme nommé Laurent, dont le nom de famille était illisible. À minuit exactement, ils ont commencé le rituel. Formant un carré parfait autour de la tombe, bougies allumées, ils ont récité l'incantation qu'ils avaient mémorisée. Leur voix résonnait dans le silence du cimetière, créant une harmonie étrange et dissonante. Imagine-toi là-bas avec eux. La nuit est sans lune, l'obscurité est presque totale. Les seules lumières viennent de vos 4 bougies qui tremblent dans le vent léger. Vous récitez des mots anciens dont vous ne comprenez pas vraiment le sens. Et puis vous sentez quelque chose changer dans l'air. Une densité, une présence. Quand ils ont fini l'incantation, un silence absolu est tombé. Même le vent s'est arrêté. Thomas, le plus courageux du groupe, a posé la première question. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut communiquer avec nous ? Au début, rien. Puis les bougies toutes ont vacillé en même temps, comme si un souffle invisible était passé entre eux. Emma a laissé échapper un petit cri. « C'est juste le vent », dit Lucas, mais sa voix tremblait. « Qui êtes-vous » demanda Thomas. Cette fois, la réponse est venue immédiatement.
Les quatre ont entendu clairement une voix grave et résonnante, semblant venir de la terre elle-même sous la tombe. Laurent. Chloé voulait partir. On devrait s'arrêter, j'ai peur. Mais Thomas, excité par le succès apparent du rituel, a continué. Laurent, que voulez-vous? Liberté, sortir, corps nouveau, chair vivante. C'est là qu'ils ont réalisé leur erreur. Le rituel n'était pas juste pour communiquer, c'était pour offrir quelque chose. En formant le carré autour de la tombe, en récitant les mots, ils avaient créé un portail, une invitation. « On arrête maintenant !» Emma a crié, soufflant sa bougie. Mais c'était trop tard. La terre autour de la tombe a commencé à bouger, à se soulever comme si quelque chose poussait depuis en dessous. Les trois autres ont lâché leurs bougies et ont couru vers la sortie du cimetière. Mais Lucas est tombé. Quelque chose l'a attrapé par la cheville, quelque chose de froid et puissant qui est sorti de la terre. Il a hurlé, griffant le sol en essayant de s'échapper. Thomas et les filles sont revenus, ont attrapé ses bras, tirant de toute leur force. Pendant quelques secondes terrifiantes, c'était comme un bras de fer entre eux et ce qui tenait Lucas depuis la tombe. Finalement, avec un effort désespéré, ils ont réussi à le libérer. Ils ont tous les quatre couru sans s'arrêter jusqu'à leur voiture et sont partis en trombe. Lucas portait des marques sur sa cheville, comme des empreintes de mains, mais pas des mains normales. Les doigts étaient trop longs, les ongles avaient laissé des entailles profondes. Ces marques sont restées pendant des semaines, refusant de guérir normalement. Mais ce n'était que le début. Dans les mois qui suivirent, Lucas commença à changer. Il devenait de plus en plus sombre, agressif, violent. Il disait entendre une voix dans sa tête, la voix de Laurent, qui lui parlait constamment, qui voulait contrôler son corps. En novembre, sa famille l'a fait hospitaliser en psychiatrie. Les médecins ont diagnostiqué un épisode psychotique sévère, mais Thomas, Emma et Chloé savent la vérité. Quand Laurent a attrapé Lucas cette nuit-là, quelque chose est passé. Une partie de cette entité est entrée en Lucas et refuse de partir. Lucas est toujours hospitalisé aujourd'hui. Il alterne entre des moments de lucidité, où il supplie ses amis de l'aider, et des moments où ce n'est plus vraiment lui, où sa voix change, où ses yeux deviennent vides et froids, où il parle de choses qu'il ne devrait pas savoir, de secrets enterrés depuis 200 ans. Thomas, Emma et Chloé vivent avec la culpabilité. Ils ont joué avec quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont ouvert une porte qu'ils n'auraient jamais dû ouvrir. Et maintenant, leur ami paie le prix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour me dire quelle histoire vous a le plus marqué. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime ces récits troublants, partagez la vidéo. À bientôt pour le prochain volume.